Voyons voir quels sont les sujets que j'aimerais discuter avec vous. On va parler surtout d'astronomie aujourd'hui. Et tout à l'heure, je vais faire un intro, mais c'est intéressant pour vous de savoir. On va parler de Mars parce que la semaine passée, il y a eu une éclipse solaire sur Mars. Et la vidéo n'est pas très longue, mais c'est fantastique à voir. Nous allons regarder. Il y a 4 nouveaux astronautes qui sont arrivés sur la Station spatiale internationale. On va en parler un petit peu. Ça fait partie de nous comme humains qui explorons notre système solaire. Nous allons aussi regarder les planètes naines, parce que les planètes naines nous permettent de voir que ce sont des objets célestes plus petits que les planètes, mais qui ont leur place intéressante. Et puis, après ça, on va regarder notre système solaire dans son ensemble. Parce que, oui, il y a les 8 planètes et une ceinture d'astéroïdes, mais en plus de cela, il y a une deuxième ceinture et il y a un nuage à considérer. On va regarder ça. Et voilà. Et l'autre point est sur la transpiration chez les humains. Comment est-ce qu'on fait la régulation de la transpiration et de la température? Et puis, voilà. Et on a Evangelis qui vient d'arriver. Fantastique, je suis content de te voir aussi. Je pense que ce sera notre intro, je ne ferai rien de plus. C'est toujours intéressant. On fait un peu à la bonne franquette, comme on dit chez moi comme expression. On improvise un peu, mais on commence. Alors, voyons voir. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé cette semaine, il y a des choses fantastiques. Voyons voir si je peux montrer quelque chose d'intéressant. Quelque chose, voilà. Très bien. Donc, cette semaine, n'oubliez pas que nous avons de plus en plus d'engins sur la planète Mars et d'engins qui orbitent autour de Mars pour nous donner des informations sur cette planète. Maintenant, la première chose qui est intéressante, et j'ai vu ces vidéos, j'ai pensé à vous et je me suis dit que je voulais vous le montrer. Alors, lorsqu'on regarde ce petit vidéo, donc ceci vient du site web NASA Jet Propulsion Laboratory. Je le mentionne parce qu'on peut utiliser leur information et en autant qu'on puisse citer où est-ce qu'on a pris l'information, on peut les montrer en ligne. Donc, la vidéo ici à 49 secondes, mais regardez comment est-ce que c'est fantastique. Je vais reculer en arrière. Donc, ça, c'est fait à partir du petit bolide qu'on appelle Persévérance qui est sur Mars et qui se promène et nous donne des données de la surface. Donc, voyons voir. Je vais enlever le son pour qu'on puisse en discuter. Donc, Mars a quelques lunes et une de ces lunes est Phobos. Et cette lune est passée entre la location du petit engin et le Soleil. Regardez cette lune de Mars qui passe entre la Terre et le Soleil. Maintenant, j'arrête la vidéo ici. Et quand on regarde cette image, prenez un instant et regardez. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette image? OK. Donc, c'est une lune qui est en orbite autour de Mars. Donc, on peut prédire son orbite et c'est pour ça qu'on a pu planifier de prendre cette vidéo. Deuxièmement, si c'est une lune, comment est-ce que cette lune est différente de notre lune à nous sur la planète Terre? Alors, si on regarde ici, c'est un objet, ça c'est vrai. C'est un objet qui, alors, prenez un instant, pensez-y, je vais essayer de regarder quel est le diamètre. Oh, voilà, si vous regardez mon écran, c'est intéressant. Donc, je vais regarder diamètre de la Lune Phobos. Alors ici, il y a 22 km de diamètre. Donc, ce n'est pas très, très gros. Par contre, c'est en orbite.
regardez la forme de cette lune. Est-ce que c'est une lune qui est sphérique comme notre lune? Pas vraiment. Si on regarde, elle a toute une forme irrégulière. Donc, pour avoir une lune qui orbite autour d'une planète, c'est une question de gravité. Le fait que notre planète Terre est une sphère, c'est qu'on a une gravité qui est uniforme et toutes les surfaces essaient d'être plus ou moins à la même distance du centre de gravité. C'est pour ça que lorsqu'on a une planète qui, avec les milliards d'années, il est en rotation, éventuellement avec l'érosion, avec la stabilité, celle-ci devient sphérique. Avec une diamètre de 22 km, ce n'est pas très grand. Ce n'est pas une gravité qui est très grande. Ça veut dire que c'est un objet où la gravité n'est pas assez grande pour permettre à ce que, éventuellement, celle-ci va devenir une sphère. Donc, c'est comme un gros caillou qui flotte en orbite autour de Mars. Donc, je vais continuer la vidéo. C'est toujours fantastique de voir cela. Eh bien, oui. Et ça, c'est la fin de cette éclipse solaire. Et on peut voir que l'objet est beaucoup plus petit et donc ne cache pas tout le soleil, comme nous avons de temps en temps lorsqu'on a des éclipses totales. Voilà. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant et je voulais parler de ceci avec vous aujourd'hui. Voyons voir un autre sujet d'actualité de cette semaine. Donc, cette semaine, ceci vient du site web de la NASA. Ce qui est intéressant depuis une dizaine d'années, c'est que la NASA, qui avait son programme de lancer de fusées dans l'espace, ont arrêté leur programme qui était les navettes spatiales. Et donc utilisent les fusées Ariane françaises ou les fusées Soyouz qui viennent de la Russie. Mais depuis quelques temps, depuis quelques années, il y a des compagnies privées qui se sont dit, nous aussi, on pourrait faire cela. Et on a SpaceX avec alors ils ont des capsules qu'on appelle Falcon 9. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ce sont des petites, comment on appelle ça? Ce sont des petites unités qui peuvent envoyer des matériaux et envoyer des astronautes. Donc, ceux-ci sont arrivés cette semaine, si je me rappelle bien, alors le 27, alors c'était du 27 au 28, donc quelques jours seulement. Et ils sont maintenant allés dans la station spatiale pour faire leur session de recherche pour être dans l'espace. Maintenant, ce qui est intéressant avec ceci, c'est qu'on se retrouve avec des partenariats avec des compagnies privées qui peuvent faire cette exploration spatiale. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça permet d'avoir une variété de possibilités pour l'exploration spatiale. Je ne dis pas que les fusées Ariane ou Soyouz ne sont pas aussi bonnes, c'est que ça donne des variétés possibles. Ici, j'ai regardé, il y a une photo. Ça, c'est une photo, c'est quelques secondes après que les 4 nouveaux astronautes sont arrivés à la station spatiale. Et on peut voir que cette station spatiale, on l'appelle la Station spatiale internationale. C'est parce que c'est un de ces concepts depuis les années 1980, où nous avons des astronautes qui viennent de différents pays et qui collaborent ensemble. C'est important, parce que c'est en collaboration que l'on peut apprendre des choses, mais dans l'espace, on a besoin l'un de l'autre pour survivre, bien sûr. Et ce que j'ai remarqué ici, qui est fantastique, quand la station spatiale a été construite, il y avait des fusées qui allaient à la station, il y avait des astronautes qui y allaient, on mettait des vivres, on amenait des ressources, on prenait les déchets et on les retournait sur Terre. Il y avait seulement une capsule de sécurité au cas qu'il y aurait des problèmes. Maintenant, en regardant un peu ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a 2 de ces Falcon 9 qui sont à la station. Donc, un est arrivé. Ici, nous avons 8 astronautes qui vont parler ensemble, qui vont travailler ensemble pendant 5 jours. Et ils vont repartir avec la capsule Falcon 9.
Mais ça, c'est bien parce qu'il y a une deuxième capsule au cas où il y a des difficultés. Donc, cette idée de ces capsules Falcon 9 permet d'améliorer la sécurité des astronautes à la station spatiale. Et ça, c'est important. Alors, j'ai pensé à vous et je me suis dit que ce serait intéressant. Voyons voir les astronautes. Alors, j'ai ici, c'est un stream sur le tutorat pour les sciences. Si vous avez vos questions de sciences, vous les emmenez ici. Les questions ici sur le système solaire, ce sont les questions que j'ai couvertes dans ma classe cette semaine. Et puis la question ici sur la transpiration chez les humains, c'était une question de l'audience. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, n'oubliez pas, vous pouvez les mettre dans la section ici clavardage. Si vous regardez notre chaîne en rediffusion et que vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre vos questions à caractère scientifique dans les commentaires en bas, parce que je suis ici pour, bien sûr, répondre à vos questions, pour s'assurer qu'on puisse mieux comprendre les sciences, pour bien sûr faire un meilleur monde. Voilà, voilà. Alors, bienvenue à ceux qui sont ici aujourd'hui. La prochaine question ou section que je vais regarder, et ça c'est toujours des sections qui m'intéressent beaucoup lorsque je fais mes classes, c'est qu'il y a dans notre système solaire plusieurs planètes. Et depuis les classes où vous étiez beaucoup plus jeunes, vous avez parlé souvent du système solaire. Donc, vous savez qu'il y a notre étoile, qu'il y a ces petites planètes telluriques. Nous avons notre Terre qui est juste ici. Je devrais vous montrer le dessin. Donc, système solaire, notre Terre qui est juste ici. Voyons voir si j'ai du noir. Vous avez appris qu'il y a ici la ceinture d'astéroïdes. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien. Vous avez aussi parlé de ces géantes, ces planètes géantes qui sont à l'extérieur. Comme ceci. Donc, pour ces planètes, ce sont des planètes gazeuses beaucoup plus grandes. Trouvons ici, nous avons Jupiter, Saturne, et nous avons Uranus et Neptune. Je sais, je les mets tous en ligne ici, et j'ai même oublié les petites planètes. Ici, il y a Mercure, Vénus et Mars. Ils ne sont pas vraiment dans une ligne comme ceci, mais dans mon explication, c'est intéressant. Alors, c'est ça. Alors, dans notre système solaire, nous avons ici les planètes qu'on a apprises à l'école, bien sûr. Oh, on a chiffre alphabétique. Il y a une question qui se rapporte au Soleil et pourquoi Phobos cache en partie le Soleil alors qu'il est très petit? Oh, ça, c'est une excellente question. Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, moi, je vais prendre ceci. Disons que ça, c'est le Soleil. OK? C'est le Soleil et que vous êtes sur Terre. Nous avons une Lune qui est ici. Si la Lune passe entre vous qui êtes sur Terre et le Soleil, oh, intéressant, le Soleil est caché pendant un certain temps, pendant le temps que la Lune passe. Voyons voir, je vais changer mes dimensions, voilà. Donc, notre Lune arrive comme ceci, passe entre vous qui êtes sur Terre et la ballon qui est le Soleil, et la Lune cache tout le Soleil et la Lune finit par passer. Et l'éclipse solaire est maintenant terminée sur Terre. Maintenant, si on change les perspectives et que maintenant vous êtes sur Mars, pensons que vous êtes maintenant une caméra sur le petit bolide qu'on appelle Persévérance sur Mars et vous regardez le Soleil qui est beaucoup, beaucoup plus loin.
Qu'est-ce qui arrive, c'est que nous avons une Lune qui est beaucoup plus petite, qui va passer entre vous qui êtes sur Mars et notre Soleil ici. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que l'objet est plus petit, il va cacher une partie du Soleil et va aller de l'autre côté. Donc, c'est une question de perspective et de dimension de la Lune. Et c'est pour ça que, quelquefois, nous pouvons avoir... Donc, si je prends notre Soleil sur Terre, il arrive quelquefois qu'on a des éclipses solaires partielles. Donc, on a la Lune qui passe et va cacher une partie du Soleil, mais pas, voyons voir, une partie du Soleil, une partie du Soleil, mais pas au complet. Et donc, on se retrouve avec une éclipse solaire où seulement une partie du Soleil arrive. Ce qui est intéressant avec notre planète, c'est que la Lune est en orbite autour de la Terre juste pour avoir des dimensions qui sont presque semblables, comme ceci. Et donc, le Soleil disparaît lorsqu'on a une éclipse solaire totale. Et vous, si vous êtes sur Mars, on a un objet qui passe, mais quand même, les dimensions du Soleil par rapport à la perspective de cette lune Phobos ne cachent pas tout le Soleil. Excellente question ici, en chiffre alphabet, une question de clarification sur notre éclipse solaire. Donc, il se peut que tu avais déjà envoyé la question avant que je fasse le système solaire. N'oubliez pas que ça prend quelquefois du temps pour les questions à arriver et à traverser notre planète. Excellente question, chiffre alphabet. J'espère que j'ai répondu à tes questions aujourd'hui. Alors, où en étions-nous? On a notre Soleil, on est ici sur Terre, Mars est ici, fantastique, on a nos planètes gazeuses. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué avec les avancées des télescopes, avec le fait qu'on a des sondes qui vont dans l'espace. Je vais montrer ceci. Voilà. On a remarqué qu'on peut observer des objets dans notre système solaire. Voyons voir si je peux mettre ça un peu plus grand, comme ceci. Donc ça ici, c'est une représentation où on regarde, dans le centre, nous avons notre Soleil, et on regarde et on observe les objets autour de notre Soleil. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on parle de notre système solaire, comme ceci, ce qui est le plus important ici, c'est que nous avons une étoile où il y a la gravité qui s'exerce. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la formation du système solaire qu'on va probablement couvrir la semaine prochaine, on s'est retrouvé avec des planètes qui sont plus ou moins en orbite sur une surface, sur un plan d'orbite. Et c'est intéressant de ce côté-là. Tous basés sur la gravité. OK. Si on regarde et on retourne ici, on peut voir que on a mesuré, on a localisé. Nous avons notre Soleil ici, nous avons nos 4 géantes ici, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ici en gris, on peut voir, on les appelle, c'est un regroupe, ce sont des, d'après ce qu'on sait, c'est que Jupiter, en étant en orbite, il y a des particules qui sont en orbite de Jupiter. Je pense et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque Jupiter arrive dans ces endroits, on se retrouve avec ces particules, ces morceaux de roche et autres, d'être attirés par Jupiter. Est-ce que c'était des objets célestes qui ont eu des collisions et se sont désagrégés? C'est une bonne question. Ici, en vert, on peut voir différents objets qui sont dans notre système solaire, beaucoup plus petits, qui se promènent, qui ne sont pas vraiment attirés par aucune de ces planètes. Parce que n'oubliez pas qu'aussitôt qu'une planète passe, on est attiré par la gravité vers cette planète, mais si elle passe trop rapidement et que cet objet n'a pas la chance d'être en orbite autour de cette planète, il y a des changements de trajectoire. Donc, ce sont des objets qu'on retrouve.
Mais on a remarqué avec nos observations qu'on se retrouve avec un regroupement d'observations, une augmentation d'objets célestes de l'autre côté de Neptune. Donc, je vais faire ça ici. Alors ici, je suis en train de faire une autre ceinture. On l'appelle la ceinture de Kuiper. Peut-être que je préfère mon dessin pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voyons voir. Donc, la ceinture de Kuiper, comme ceci. K-U-I-P-E-R. Dans cette ceinture de Kuiper, selon ce qu'on sait, alors lorsqu'on parle de comètes, ces objets qui sont faits de poussière et de glace, il y a aussi des astéroïdes qui sont faits de roches et de métaux, seraient d'origine ici. Donc, par exemple, on peut avoir des blocs ici de glace qui, avec le temps, pourraient être attirés par le Soleil. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des comètes qui viennent vers le Soleil et retournent dans l'espace, avec un retour qui se fait de façon calculée. OK. Donc, la ceinture de Kuiper est un autre regroupement ici d'objets célestes. Maintenant, à l'école, on a appris qu'il y avait 8 planètes, mais nous connaissons aussi une autre, ce qu'on appelle les planètes naines. Donc, si on a ici les planètes naines. Les planètes naines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des objets qui sont beaucoup plus petits que ce qu'on appelle les planètes. Et on sait que nous avons Pluton et sa lune Charon, qui sont ici plus loin de Neptune. Alors ici, il y a quelques décennies, on la considérait comme une planète. Maintenant, on la considère comme une planète naine. Et la raison, c'est que la définition de ce que représente une planète a changé. Et ici, Pluton était beaucoup plus petite que ce qui définit une planète. Donc, on a ici une planète naine. Une planète naine qui est en orbite autour du Soleil ici. Mais est-ce qu'il y a plusieurs planètes naines dans notre système solaire? Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on parle de Phobos, alors ici, si on retourne ici, notre dessin, si on parle, on a parlé de Phobos tout à l'heure, c'est un objet céleste qui est plus petit, 22 km, mais il n'y a pas assez de gravité pour que celle-ci puisse devenir sphérique dans son évolution. Maintenant, ce qui est intéressant avec ici Pluton et Charon, c'est qu'ils ont une masse assez grande pour pouvoir, bien sûr, avoir une uniformité sphérique. Maintenant, il y a plusieurs de ces planètes qu'on appelle des planètes naines. Alors ici, j'ai le dessin. J'ai essayé de trouver le meilleur dessin que je pouvais trouver. Nous avons ici la planète Terre et ici, nous avons la Lune. Notre Lune est un objet céleste qui est assez grand. Par contre, puisque la Lune est en orbite autour de la Terre, on l'appelle une lune et ce n'est pas une planète. Et on peut voir que Pluton est un petit peu plus petit que la Lune et Charon est sa lune. Maintenant, c'est une planète naine parce que c'est une forme sphérique. Mais il y a d'autres planètes naines qui ont été découvertes dans le passé. Il y a ici Eris, Makemake, Sedna, Gongon, d'après des données que j'ai reçues. Ici, c'est quoi? Or, peut-être, et Orcus. Maintenant, il semble que Oméa est inclus ici dans les planètes naines, et la raison, c'est qu'il y a autour de Oméa des objets célestes qui sont en orbite autour de celle-ci. Mais on peut voir que c'est quand même des dimensions qui sont très grandes. Donc, on a ici, alors ici, bien sûr, nous pensons aux 2 dimensions ici sur ce disque d'orbite. On a des planètes naines qui sont ici.
Maintenant, d'après les lectures que j'ai faites, les chances sont que nous n'ajouterons pas de planètes dans notre système solaire du point de vue académique. La raison, c'est que c'est un peu notre centre d'observation et ça va bien. Les chances sont que si on trouve d'autres objets célestes, s'il arrive qu'il y a un jour un objet céleste qui est assez grand pour l'appeler planète, les chances sont qu'on va l'appeler un objet céleste ici dans la ceinture de Kuiper, mais nous n'allons pas l'inclure dans nos 8 de base. Il y a quelque chose que je voulais mentionner aussi. Alors ça veut dire qu'on a plusieurs objets célestes qui sont intéressants à observer. Il y a, je pense, 5 ou 6 ans, il y a eu une mission qu'on appelait New Horizons, ça venait de la NASA, et on a une sonde qui est passée très très près de Pluton et de Charon, et on a eu des photos fantastiques pour faire cela. Maintenant, on ne peut pas dire demain, allons visiter Pluton. Les distances sont trop grandes. Donc ça a pris presque une dizaine d'années pour que nous puissions avoir cette sonde qui est organisée, lancée et envoyée sur Pluton parce qu'il y a du temps de voyage. J'aimerais parler d'une autre planète naine. Voyons voir si on peut regarder. Alors, on a vu ce dessin, on a vu ce dessin. Quel est l'autre que je voulais montrer? Ah oui, l'autre planète naine qui est intéressante, il y a une planète naine qui est à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes. Cette planète naine s'appelle Cérès. Cérès est à peu près les dimensions de Pluton, qui est ici une planète naine. Donc, même si dans la ceinture d'astéroïdes, on a des objets qui sont angulaires, Cérès a assez de diamètre. Donc, le diamètre de Cérès est à peu près 1000 km. Il y a assez de masse pour créer une gravité qui permet d'avoir une forme sphérique. Je ne sais pas si on pourra aller voir ici une photo de Cérès. Cérès, voyons voir. Ça serait intéressant. Donc ici, on peut voir, ça ressemble à une lune. Il n'y a pas d'atmosphère parce que la gravité n'est pas assez grande. Mais tout de même, on peut voir qu'il y a dans cette ceinture d'astéroïdes des planètes naines qui sont intéressantes. Donc ça, c'est ce que je vais mentionner ici, point de vue, système solaire et planète naine. Ah oui, il y a d'autres choses que je veux ajouter aussi. Nous savons que toutes ces planètes, les deux ceintures sont plus ou moins le long d'un disque à cause de cette orbite autour du Soleil et parce que notre système solaire tourne depuis des milliards d'années comme ceci. Par contre, n'oubliez pas que l'influence du Soleil n'est pas seulement le long du plan orbital, mais il y a aussi 3 dimensions ici. Et ça, c'est le prochain mot que je voulais mentionner pour vous aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut voir? Voilà. Donc, si nous avons notre Soleil ici, comme cela, nous avons notre plan ici, nous avons nos deux ceintures, ceinture ici et ceinture là. C'est selon le plan orbital à cause de la gravité et cette rotation, de ces révolutions, révolutions autour du Soleil. Par contre, nous savons aussi que, comme ceci, voilà. Nous avons le Soleil ici et avec les milliards d'années, on s'est retrouvé avec une organisation à cause de la gravité, la physique, c'est sur un plan. Et que la majorité des objets se sont retrouvés ici,
et probablement dans toute cette section 99,9999% de toute la masse du système solaire. Mais d'après les théories, d'après ce que nous pensons et les observations, il semble qu'il y ait ce qu'on appelle un nuage. Et ce nuage, on l'appelle le nuage de Oort, comme ceci. Le nuage de Oort, qu'est-ce que c'est? C'est un nuage d'objets célestes qui est sous l'emprise de la gravité de notre Soleil. Mais puisque, avec le temps, la majorité s'est retrouvée sur un plan ici, il y a encore des objets qui seraient toujours sous l'influence des étoiles, mais la gravité est tellement faible qu'ils n'ont pas eu la chance, dans les milliards d'années, de se retrouver avec le reste ici. Est-ce qu'un jour, les particules et les objets célestes et autres matières ici se retrouveront complètement dans notre système solaire? Je ne sais pas. On a probablement besoin de quelques milliards d'années supplémentaires pour le savoir. Et ça, on ne peut pas répondre à cette question aujourd'hui. Donc, notre système solaire, deux ceintures, ceinture d'astéroïdes de Kuiper, et nous avons notre système solaire qui est inclus dans ce qu'on appelle le nuage de Oort ici. Donc, on peut voir que notre perspective grandit de plus en plus. Alors, je vais parler de ceci avec vous. C'est un sujet que j'ai discuté en classe cette semaine et je me suis dit que vous aimeriez savoir sur cela. Très bien. Donc, je vais prendre une petite pause. Si vous avez des questions que vous aimeriez ajouter, ça fera plaisir de répondre à ceux-ci. Nous avons Chiffre Alphabet qui a déjà posé une question aujourd'hui, une question de clarification, et je suis fier de cette personne. Voilà, voilà. Ah, mais c'est quand même un dessin qui est raisonnable. Voyons voir. Voilà. Donc, prochain sujet, ça se rapporte à la transpiration chez les humains. Maintenant, ça, c'est intéressant parce que la transpiration chez les humains nous permet de pouvoir faire quelque chose d'important, c'est de gérer la température du corps. Alors, voyons voir. Si nous avons ici disons, on a sur le feu de l'eau, comme ceci, et si nous chauffons l'eau, il y aura des particules de vapeur ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons de l'eau ici, de l'eau liquide. On a des molécules d'eau qui vibrent parce qu'ils ont une température. Lorsque cette eau a une augmentation de température, ces molécules vont bouger de plus en plus. Et si on a une température qui est au-delà de 100 degrés Celsius, comme ceci, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces molécules vont vibrer tellement rapidement qu'ils vont pouvoir aller dans l'atmosphère et se trouver à un endroit où aller. Donc, lorsqu'on chauffe l'eau, il peut y avoir de la vapeur. Ça veut dire que si nous prenons l'énergie, donc voyons voir, si nous prenons cette particule et que nous regardons l'énergie à l'intérieur de celle-ci, comparée à l'énergie d'une molécule ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'énergie dans cette molécule est beaucoup plus grande que lorsqu'on a de l'énergie de molécules de version liquide. OK. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, nous savons que dans les propriétés de l'eau, il arrive même que si nous avons de la glace, disons que nous avons un cube de glace,
et qu'il y a le soleil, et que nous avons le soleil qui arrive ici sur la glace, même s'il fait moins 15 degrés, il arrive qu'il y a des particules qui, avec les rayons du soleil, vont avoir assez d'énergie pour pouvoir sortir du glaçon ici. Nous le savons. Si par exemple, je ne parle pas de prendre un glaçon et le mettre dans la cuisine et le regarder fondre. Mais par exemple, si vous êtes des personnes qui font du ski, même s'il fait moins 5 ou moins 10 dehors, il y a quand même l'évaporation on appelle ça la vaporisation, voilà. L'eau peut passer de solide à liquide de façon très, très, très lentement. C'est comme s'il y avait un groupe d'amis ici de molécules, puis ils disent, OK, on n'a pas assez d'énergie pour tout le monde quitter, mais voyons voir si on peut donner de l'énergie à un de nos amis ou une de nos amies et les pousser à l'extérieur. C'est un peu la même chose. Mais pourquoi est-ce que ceci est important lorsqu'on a la transpiration? Donc c'est pour ça ici que je ne suis pas en art. Nous avons ici une personne. Cette personne est à l'extérieur. Nous avons ici le soleil. Dans notre corps, il y a du sang et il y a de l'eau. L'eau a tendance à être liquide à l'intérieur de notre corps. Alors, ce que le corps fait, qui est intéressant, je vais baisser le bras ici, c'est que le corps dit, OK, je vais prendre de l'eau et je vais le porter à la surface de notre corps. Donc, à la surface ici, il y aura de l'eau. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a un processus qui va dire, OK, nous allons avoir de l'eau à l'extérieur, mais lorsque l'eau qui est ici, parce qu'on sait la sueur, ça devient quelquefois un peu humide, évaporation. Lorsqu'on est à l'extérieur, il y a de l'évaporation de cette eau. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des particules d'eau qui ont plus d'énergie comme gaz que l'énergie en eau. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces molécules d'eau vont dire, OK, pour devenir de gaz, nous allons prendre de l'énergie du corps et nous allons quitter. Ça veut dire que lorsque nous avons ces particules d'eau qui vont quitter, chose intéressante, la température ici va descendre. Lorsque la température descend à la surface, nous avons l'impression que nous avons moins chaud. Et vous avez peut-être déjà remarqué, quelquefois, il fait chaud à l'extérieur, vous touchez votre peau, et c'est comme si votre peau était un petit peu plus froide que votre main. Et la raison, c'est qu'il y a de l'évaporation et ça prend de l'énergie de la surface de votre peau. En passant, notre peau est le plus grand organe de notre corps. Et c'est comme ça que nous pouvons aider notre corps à refroidir. Cette sueur et cette eau, lorsqu'elle va quitter en vapeur, refroidit la surface de la peau qui nous permet de nous aider à refroidir l'intérieur de notre corps. Voilà. Et ça, on le sait parce que si nous arrêtons de donner de la chaleur ici à l'eau, cette eau va arrêter de bouillir et va juste rester stable. Donc, on a besoin d'une quantité constante de chaleur pour évaporer, une quantité constante d'énergie pour donner de l'énergie ici aux particules d'eau. Ça veut dire que notre corps continuellement va perdre de l'énergie pour permettre l'évaporation et donc, quand la température descend, on se sent bien à la plage. Donc, ça, c'est à considérer. Et bien sûr, si vous faites de l'activité physique, si vous faites des sports, vous savez que en faisant ces sports, vos muscles vont travailler, vous produisez de l'énergie musculaire qui produit de la chaleur. Et une des conséquences de cela, c'est que votre corps dit, oh, la chaleur augmente et ce n'est pas bon. Ce que je vais faire, je vais continuer à avoir la sueur pour s'assurer d'équilibrer
la température du corps. Donc, la transpiration est très importante pour cela. OK. Alors, c'est ça. Maintenant, que se passe-t-il? Alors, ça ici, c'est l'été. Que se passe-t-il l'hiver? Ce qui se passe l'hiver, c'est intéressant. Parce que lorsque nous avons, voyons voir, lorsque c'est l'hiver et que c'est très humide, donc bien sûr, pour avoir de l'évaporation ici, nous avons besoin, j'ai oublié de mentionner quelque chose. On a besoin d'humidité faible dans l'environnement. On a besoin d'une humidité assez faible dans l'environnement parce que si c'est très humide dans l'environnement, l'évaporation ne se fera pas aussi rapidement. Ici, la température ne descendra pas aussi rapidement. Et donc, notre corps ne refroidit pas autant. Alors, nous sommes l'hiver maintenant, ici, nous terminons l'hiver ici au Canada. Si moi je suis pour aller en Amazonie, il fait très chaud, c'est très humide. Alors, même si mon corps essaie de faire de la transpiration pour baisser la température du corps, nous avons beaucoup d'humidité. Dans l'atmosphère, notre corps a plus de difficultés. Et la raison, c'est que j'ai eu un changement d'environnement très rapide. Les personnes qui vivent en Amazonie, pour eux, c'est correct parce que leur corps s'est habitué à gérer ces températures. Donc, c'est intéressant de voir, donc, pour des personnes qui vont quitter pour aller faire des voyages, vous allez remarquer que c'est important de considérer l'environnement. De la même façon, si vous décidez d'aller dans des endroits où il fait très, très sec, ce qui arrive, c'est que lorsque votre corps réchauffe et donc va dire, OK, je dois réguler la température de mon corps. Ça veut dire que je dois suer un petit peu plus. Mais s'il fait très sec, par exemple dans des environnements plutôt désertiques, une des conséquences de cela, c'est qu'il y a une température qui est très rapide, mais notre peau ne devient pas humide. Et la raison, c'est que toute l'eau qui va à la surface devient de la vapeur tout de suite. Donc, c'est pour ça que c'est important, si on est dans des endroits et des environnements désertiques, de boire beaucoup d'eau. Parce que notre corps essaie de transpirer pour réguler notre corps, mais si on ne remet pas de l'eau dans notre système, ça peut poser des problèmes. La semaine prochaine, nous allons continuer de parler d'exploration spatiale. Et on va commencer à regarder la formation du système solaire. Pourquoi est-ce que notre système solaire existe? Formation de celui-ci. Et si tout va bien, on peut même parler de la formation d'une étoile. Parce que le processus de création d'une étoile fait partie du processus de création de notre système solaire. Et ici, on peut voir on grandit un peu plus notre perspective. Parce qu'une fois qu'on essaie de comprendre comment est-ce qu'une étoile se forme, dans laquelle il y a des planètes qui sont en orbite, pourquoi pas ne regarder comment est-ce qu'une galaxie est formée. Et si on recule un peu pour augmenter notre perspective, la question suivante, c'est comment est-ce que notre univers a été créé? Et ça va faire partie de ce qu'on va voir dans les semaines à venir. Alors sur ce, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si vous avez des questions suite à l'écoute de notre stream, n'oubliez pas de mettre vos questions dans la section commentaires. Je les regarde, j'utilise ces idées pour faire notre stream. Ça fait toujours plaisir de vous voir le samedi matin. Et n'oubliez pas d'en parler avec vos amis, comme ça, on peut grandir notre communauté. Ça fait toujours plaisir de vous voir et je vous souhaite une superbe journée. Alors, au revoir à tous. Bonne journée.